Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous nous estimons heureux d'avoir été associés par la communauté estudiantine de recherche pour l'organisation de la journée qui est dédiée à la prise en charge actuelle de l'hypertension artérielle. Et voilà pourquoi nous allons passer quelques moments pour parler des nouvelles recommandations concernant la prise en charge de l'hypertension artérielle. Nous voulons dire merci à toute la communauté, mais particulièrement au comité directeur de la communauté, donc de l'organisation, de nous avoir associés par rapport à cette préparation. Alors, on doit savoir que l'hypertension artérielle est une pathologie vasculaire, l'une des plus courantes que nous racontons dans la pratique médicale de chaque jour. Et l'hypertension artérielle est un réel problème de santé publique puisqu'elle est responsable de beaucoup de causes des accidents vasculaires cérébraux et même des complications telles que l'insuffisance cardiaque. Alors, comme les jeunes médecins, comme les professionnels de santé, il est donc essentiel de toujours se mettre à jour par rapport à l'évolution de la science et des données scientifiques nouvellement publiées concernant la prise en charge de l'insuffisance cardiaque ou de l'hypertension artérielle, voulais-je dire. Alors, je pense que les toutes dernières recommandations pour la prise en charge de l'hypertension artérielle, il est vrai qu'il y a plusieurs sociétés savantes, mais la toute dernière, c'est la Société européenne de l'hypertension artérielle qui a fait sortir les toutes dernières recommandations pour une société savante de sa trempe. Alors, je pense qu'il y a un orateur du jour qui va aller en profondeur à ce qui concerne toutes les dimensions de la prise en charge. Mais moi, je vais beaucoup plus me focaliser pour parler des généralités sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et j'aborderai particulièrement une sous-spécialité, donc la prise en charge de l'hypertension artérielle au cours de la phase aiguë de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Alors, si on doit avoir les grandes lignes sur la prise en charge actuelle de l'hypertension artérielle, il faudra d'abord commencer par dire que la prise en charge de l'hypertension artérielle ne concerne pas que les chiffres tensionnels. Mais la prise en charge de l'hypertension artérielle tient compte d'abord du patient ou de la patiente dans sa globalité. C'est-à-dire la personne d'abord, les facteurs de risque cardiovasculaire de la personne et maintenant en second lieu on vient voir l'hypertension artérielle ainsi que les dégâts qu'elle a pu déjà avoir causés dans l'organisme. Ce qui fait que si on veut prendre en charge une hypertension artérielle, on commence d'abord à stratifier les risques cardiovasculaires de chaque patient. Et c'est en fonction des risques cardiovasculaires de chaque patient qu'on saura les meilleurs schémas thérapeutiques qu'il faudra mettre en place. C'est-à-dire, vous prenez les facteurs de risque cardiovasculaire que le patient ou la patiente présente, vous prenez son profil, vous prenez les chiffres tensionnels et vous vous faites une idée sur son risque cardiovasculaire global et ce n'est qu'alors vous pouvez commencer par la prise en charge de l'hypertension artérielle. Ça, c'est un élément très capital puisque le plus souvent les praticiens ont tendance à ne voir que les chiffres alors qu'il faut tenir compte du profil du malade pour connaître les meilleurs traitements qu'il faudra lui offrir. La deuxième information capitale que les dernières recommandations nous montrent est qu'actuellement, la tendance est de commencer le traitement de l'hypertension artérielle avec une bithérapie. C'est-à-dire la monothérapie est de plus en plus découragée. On ne soigne pas un malade hypertendu avec une seule molécule. Et la bithérapie est ce qui est actuellement recommandé puisque ça montre les avantages, notamment concernant les mécanismes de l'hypertension artérielle essentiels qui sont multifactoriels. Alors, je ne vais pas revenir sur des considérations générales comme vous les connaissez. C'est que la prise en charge de l'hypertension artérielle ne se limite pas qu'aux médicaments. Les médicaments, c'est une étape supplémentaire pour prendre en charge de l'hypertension artérielle. Mais le commencement de toute chose, c'est d'abord, comme j'avais dit, il faut catégoriser les malades, son risque cardiovasculaire global, et vous commencez votre interaction thérapeutique par la modification des styles de vie. C'est-à-dire, il faut conseiller au patient ou à la patiente de changer certaines habitudes de sa vie courante. Et la modification des styles de vie concerne essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables. Et il faut jouer sur ces facteurs-là parce qu'il y a certains patients qui peuvent avoir déjà leur pression artérielle stabilisée
rien qu'en jouant sur les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Et là, je suis en train de voir le sédentarisme, l'obésité, l'abus d'alcool, le tabagisme, les apnées du sommeil ou bien les pathologies secondaires. Et ce sont des choses comme ça qu'on peut déjà commencer à agir avant même de donner les médicaments. Et lorsque la pression artérielle n'est pas stabilisée uniquement par cette modification de style de vie, à ce moment-là, il sera important d'adjoindre à ces mesures-là un traitement médical. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, vous devez retenir que le traitement médical qui est actuellement recommandé, c'est fait par une bithérapie, c'est-à-dire une combinaison de deux molécules pour baisser la pression artérielle. Et c'est conseillé de combiner les molécules qui se trouvent à un seul comprimé. Au lieu de prendre beaucoup de comprimés, ça décourage un peu les malades pour ceux qui ne sont pas compliants au traitement. Alors, avec cela, je vais m'attarder aussi sur la classe des médicaments. Puisque comme cardiologue, il y a des temps où nous voyons les malades qui ont déjà été pris en charge par d'autres confrères. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème dans le choix des médicaments antihypertenseurs qu'il faudra donner aux malades. Puisque dans la logique de certains médecins, ils pensent que c'est suffisant de donner seulement un antihypertenseur. Aussi longtemps que la tension est baissée, ça va. Mais comme je venais vous dire, on ne soigne pas que les chiffres tensionnels, mais on soigne les patients avec tous les problèmes qu'il a. Donc, il y a certaines classes de molécules qui ont prouvé leur efficacité, non seulement à baisser la pression artérielle, mais encore à améliorer les pronostics à long terme du malade. Par exemple, en rapport avec les complications telles que les insuffisances cardiaques, telles que les AVC ou bien les maladies rénales, ainsi de suite. Alors pour cela, on doit retenir que parmi les classes des médicaments phares qu'on doit utiliser en première intention quand nous sommes en train de soigner l'hypertension artérielle, nous avons en premier lieu les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine et les autres, mais aussi les inhibiteurs calciques tels que le verapamil et le dithiazème. À part la classe des inhibiteurs calciques, nous avons une classe phare qui est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les IEC comme on les appelle. Et il y a aussi une classe qui est apparentée à celle-ci, ce sont les ARAD, c'est-à-dire les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine D. Ça, c'est parmi les molécules classes. Et à part ça, il y a aussi les diurétiques. Et comme vous le savez, on a trois types de diurétiques ou plus. Et les diurétiques de l'anse, les diurétiques épargnants de potassium ou les diurétiques apparentés des thiazidiques, où vous avez les hydrochlorothiazides ou même les indapamides. Donc, ce sont là les classes de molécules qui sont aussi recommandées en première intention dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, en plus de ces classes-là, il y a encore d'autres catégories ou d'autres classes de médicaments qui peuvent être utilisés pour la gestion de l'hypertension artérielle, notamment les bêta-bloquants. Mais les bêta-bloquants, vous allez voir qu'avec les nouvelles recommandations, c'est une classe de médicaments qui a des indications particulières avant son introduction. Donc là, je peux me résumer pour énumérer. Il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Vous avez les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine D. Vous avez les inhibiteurs calciques comme les non-dipyridiniques et les autres. Et après ça, vous avez encore une autre classe qui est la classe des diurétiques. Et vous avez aussi la classe des bêta-bloquants. Voilà les classes qu'on utilise en première ligne, donc en première intention, quand on veut soigner l'hypertension artérielle. Alors que les autres classes de médicaments, comme les antihypertenseurs centraux, ce sont les médicaments qu'on utilise dans des indications particulières, notamment au cours de la grossesse ou lorsque vous avez une hypertension qui n'est pas contrôlée avec les molécules, les classes classiques que je viens de donner, ou bien dans des contextes où des classes de médicaments qu'on doit utiliser en première intention sont contre-indiquées chez les patients. À ce moment-là, on peut se servir des autres classes de molécules antihypertensières. Alors là, je pense que je vais m'en aller juste pour conclure mon intervention en parlant de la prise en charge de l'hypertension artérielle au cours de la phase aiguë de l'AVC. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que la prise en charge de l'hypertension pendant la phase aiguë de l'AVC est trop complexe. La complexité est que, en baissant la pression artérielle trop brutalement, ça risque de faire plus de mal aux malades que de bénéfices.
Et l'autre complexité est avant tout de se situer par rapport à l'AVC. Vous avez quel type d'AVC? Et pour cela, vous savez que cliniquement, même si on a des scores qui peuvent nous aider à nous dire que probablement ce malade est en train de faire un AVC ischémique ou hémorragique, mais le diagnostic de certitude pour départager entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique est un diagnostic qui se fait par les explorations paracliniques dont l'imagerie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un scanner ou l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, pour poser les diagnostics différenciés entre l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique. Alors, il se fait que quand on ne connaît pas les types d'AVC, il sera difficile d'apporter un meilleur traitement ou une bonne gestion de l'hypertension artérielle. Alors, la phase aiguë de l'AVC, ça c'est aussi un autre problème puisqu'il y a plusieurs considérations par rapport à ce qui doit être considéré comme la phase aiguë de l'AVC. Il y en a de ceux qui vont vous dire qu'il y a 3 phases, la phase hyper aiguë, la phase subaiguë et la phase chronique, et avec des durées qui varient aussi selon les écoles. Mais en se référant de la Société européenne de cardiologie, la phase aiguë de l'AVC est considérée en fonction des études comme une période allant jusqu'à 72 heures du début des symptômes. C'est-à-dire quand vous avez un malade qui est en train de faire son AVC, qui vous arrive avant les 72 heures du début des symptômes, vous pouvez considérer cette phase-là comme une phase aiguë ou selon d'autres terminologies, une phase hyper aiguë. Alors en disant la gestion de l'hypertension artérielle au cours de la phase aiguë, je suis en train de dire comment gérer une hypertension artérielle pendant les 72 heures en partant du début des symptômes ou en partant du début d'une crise ou d'un accident vasculaire cérébral. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne saurez pas adopter une attitude exacte aussi longtemps que vous ne savez pas qu'il s'agit de quel type d'AVC. Avant d'apporter une option thérapeutique dans la gestion de l'hypertension artérielle pendant l'AVC, vous devez avoir un scanner ou bien vous devez avoir une certitude qu'il s'agit d'un AVC ischémique ou bien d'un AVC hémorragique. Et en fonction de l'AVC dont vous êtes en train d'avoir en face de vous, là vous saurez quelle sera la meilleure option thérapeutique ou la meilleure attitude par rapport à l'élévation de la tension. Je vais prendre le premier cas. Prenons le cas de l'AVC ischémique ou le cas de l'AVC hémorragique. Je commence par l'AVC hémorragique. Un malade qui vient nous voir en consultation avec les signes déficitaires qui se sont installés de manière brutale, il arrive dans votre cabinet, vous demandez un scanner ou l'IRM et l'IRM vous revient pour vous dire que voilà, il s'agit d'un AVC hémorragique. Et là, comment il faut gérer la pression artérielle? Il y a 2 notions essentielles à considérer à ce moment-là. La première notion, il faut se poser la question, quels sont les chiffres tensionnels de ces malades à ce moment? Ça, c'est la première information, puisque en fonction de la sévérité de l'élévation des chiffres tensionnels, maintenant vous allez décider de votre attitude thérapeutique. Et en deuxième lieu, votre question doit se situer, nous sommes à combien d'heures du début des symptômes? Vous devez vous situer par rapport au timing avant de proposer la prise en charge. Alors, pour cela, nous avons 3 catégories de malades. On peut avoir des patients qui vous arrivent avant 6 heures. C'est-à-dire, il a commencé à faire son AVC, il est à la première, à la deuxième, à la troisième ou jusqu'à la 5e heure ou 5h30. Les patients ou la patiente se trouvent encore à une période qui est inférieure à 6 heures. Et à ce moment-là, lorsque les chiffres tensionnels sont élevés, ce qui est recommandé, on vous recommande de baisser la pression artérielle très rapidement. Vous devez aller trop vite. Et vous devez aller trop vite pour diminuer les saignements et ce qui va vous permettre aussi de prévenir les complications, notamment l'édème, l'inondation ventriculaire et tout cela. Et ça, on vous recommande de baisser la pression artérielle très rapidement en vous servant des molécules qu'on donne en injectable, la voie intraveineuse. Donc, dans des situations pareilles, il ne faut pas utiliser les antihypertenseurs en péros. Aller en intraveineuse avec des molécules qui agissent rapidement. Ici à Kinshasa, l'une des molécules qu'on retrouve facilement, c'est la nicardipine, qui est accessible presque partout. Donc, vous pouvez vous servir de la nicardipine pour baisser la pression artérielle très rapidement. Et en baissant la pression artérielle très rapidement, vous visez une pression artérielle systolique inférieure à 140.
et une pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure. Donc ça, c'est la première option. Un AVC hémorragique confirmé, le chiffre tensionnel trop élevé, vous êtes dans une période qui est inférieure à 6 heures, baissez la pression artérielle rapidement, servez-vous des molécules qu'on donne en injectable, en IV, et puis ciblez une pression artérielle inférieure à 140 et inférieure à 90 mm de mercure. Alors, la deuxième possibilité, c'est que vous êtes en face d'un AVC hémorragique, mais votre patient est arrivé au-delà déjà de 6 heures. Le patient ou la patiente est arrivée au-delà de 6 heures, ou vous avez connu votre diagnostic de l'AVC hémorragique au-delà de 6 heures. À ce moment-là, vous devez tenir compte toujours des chiffres tensionnels de départ. Supposons les chiffres tensionnels sont élevés, mais ils sont inférieurs à 220 pour la systole, et les chiffres sont inférieurs à 110 pour la diastole. Alors, ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est de baisser la pression artérielle graduellement. Donc, baisser la pression artérielle graduellement, il ne faut pas aller si vite. Il ne faut pas aller si vite, il faut aller progressivement dans votre logique de baisser la pression artérielle. Donc là, vous pouvez vous servir des molécules en intraveineuse, mais que vous contrôlez le débit et vous contrôlez l'évolution de la tension. Vous pouvez vous donner les objectifs au fil du temps, comment baisser progressivement jusqu'à atteindre les pressions artérielles cibles, par exemple inférieures à 140, inférieures à 90, après plusieurs heures. Alors, la troisième possibilité, c'est que vous avez votre patient qui est venu au-delà de 6 heures, mais il se fait que ces chiffres tensionnels de départ sont très élevés. Vous avez une pression systolique supérieure ou égale à 220 mm de mercure, une pression artérielle diastolique élevée autour de 110 mm de mercure. À ce moment-là, on vous demande aussi de baisser la pression artérielle. Baisser la pression artérielle un peu plus rapidement, mais allez-y dans la suite progressivement. On peut se donner l'objectif de baisser par exemple à 15 ou 25% à la première heure, et pour le reste de la baisse, on peut étaler ça à plusieurs heures. Et quand on gère la pression artérielle de cette façon-là, cela s'est prouvé efficace dans la prévention des complications et ça permet aussi une bonne évolution ainsi que la récupération du malade. Donc voilà les trois scénarios qu'on peut avoir face à un AVC hémorragique, comment il faut se tenir. Alors, on passe dans l'autre cas où vous êtes en face d'un AVC ischémique, un AVC où il n'y a pas de saignement, où il y a plutôt un blocage, où le sang n'arrive pas à un territoire donné. Alors, l'on doit comprendre qu'au cours de l'AVC ischémique, comme il y a amputation d'une perfusion sanguine sur un territoire cérébral donné, l'organisme a des mécanismes de défense. Et parmi ces mécanismes-là d'adaptation, de protection, il y a ce que nous appelons la réserve vasculaire cérébrale. C'est-à-dire, lorsque le cerveau constate qu'il y a une hypoperfusion d'un territoire donné, on connaît que ça va commencer par oligémie, ça va commencer et pour évoluer vers une zone de pénombre vasculaire et une zone de nécrose, donc où on ne peut plus rien reculer. Alors, l'organisme va s'organiser pour entraîner une hypertension artérielle systémique qui va permettre d'augmenter le débit cardiaque au niveau du cerveau en entraînant une vasodilatation cérébrale. Ce qui fait que le plus souvent au cours d'un AVC ischémique, l'élévation marquée de la pression artérielle qu'on observe, c'est en fait un mécanisme de protection, un mécanisme que le système nerveux est en train de mettre en place pour protéger les zones où le sang n'arrive pas. Alors que les cliniciens ont tendance à regarder les chiffres. Et quand le malade vient avec un AVC ischémique, il voit les chiffres tensionnels trop élevés, il y a des gens qui ont la tendance à baisser brusquement la pression artérielle. Ne sachant pas qu'en voulant baisser la pression artérielle, on va aggraver les lésions cérébrales. Ce qui fait que quand vous avez un AVC ischémique, vous êtes dans la phase aiguë de l'AVC ischémique, la terminologie utilisée, il faut respecter l'élévation tensionnelle. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas à baisser la pression artérielle. Quand vous êtes dans la phase aiguë, comme je le disais, jusqu'à 72 heures, il faut respecter l'élévation tensionnelle. Il y a les circonstances particulières où on va vous demander de baisser la pression artérielle. Ce n'est que lorsque vous avez une pression systolique supérieure ou égale à 220 mm de mercure,
ou une pression diastolique supérieure ou égale à 110. Alors à ce niveau-là, on va vous demander de baisser légèrement la pression artérielle. Il faudra baisser la pression artérielle, revenir ne fût-ce qu'autour de 180 pour la pression artérielle systolique ou autour de 100 ou 90 pour la pression artérielle diastolique. Mais il ne faut pas dépasser ces limites pour baisser la pression artérielle jusqu'à 140 ou 130 puisque ça sera délétère et trop nocif pour les malades. Voilà la notion qu'on doit garder de la gestion de la pression artérielle dans ces contextes-là. Mais il faudra aussi signaler, selon l'option thérapeutique de l'AVC que vous allez adopter, en cas d'AVC ischémique, on peut baisser la pression artérielle jusqu'au tour inférieur à 185. C'est dans les contextes où vous envisagez de faire une fibrinolyse. Si vous voulez faire une fibrinolyse dans ces contextes-là, il ne faut pas avoir des chiffres tensionnels si élevés comme ça augmente les risques de complications dans les saignements. Donc voilà comment il faut se tenir par rapport à la gestion de la pression artérielle pendant la phase aiguë de l'AVC. Donc je pense qu'avec certains éléments que je viens de vous fournir, en plus de ce que l'orateur des jours va vous fournir, je pense que ça va vous donner suffisamment de bagages pour savoir comment se tenir en face d'une élévation des chiffres tensionnels dans le contexte d'un AVC, mais aussi retenir les mesures générales pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Comme je le disais, les risques cardiovasculaires des maladies, il faut l'évaluer au cas par cas et commencer par une modification des styles de vie, des habitudes de la vie courante, l'alimentation, les sports, ainsi de suite, la perte pondérale, cesser de fumer ou diminuer la consommation de boissons alcoolisées. Et quand la tension n'est pas contrôlée par ces mesures-là, introduisez un traitement. Et le traitement d'emblée, ce qui est recommandé, c'est une bithérapie ou de préférence des molécules en un seul comprimé. Il y a bien sûr des cas rares où on peut vous tolérer d'aller avec une monothérapie. Le plus souvent, c'est les sujets trop jeunes avec une hypertension grade 1. À ce moment-là, parfois on peut tolérer de commencer par une monothérapie. Mais on doit retenir que l'hypertension artérielle se soigne d'emblée par une bithérapie. Et pour les cas de classe de molécules, retenez d'emblée les IEC, les AHAD, les inhibiteurs calciques, les diurétiques et les bêta-bloquants. Voilà les 5 classes de médicaments qu'il faut utiliser en première intention pour la gestion de l'hypertension artérielle. Et quand vous êtes en face d'un AVC, là je suis en train de me répéter, d'abord vous devez connaître il s'agit de quel type d'AVC. Deuxième question, vous devez connaître les timings, vous êtes à combien de temps de début de l'AVC. Et troisième question, quels sont les chiffres tensionnels de départ. Et au cas par cas, vous pouvez appliquer ce que je venais de vous dire. Voilà pour mes résumés, ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet si intéressant qui est la prise en charge actuelle de l'hypertension artérielle. J'ai dit et je vous remercie.